tous, Gaude denei, urte berri on, bonne année, parce qu'il y a encore temps de le dire. Donc, je pense que tout le monde est là. Nous allons commencer ce premier conseil municipal de l'année 2021. Donc, j'ai 3 procurations. Donc, une procuration de Florence Crépin pour Jean-Michel Dirassar, de Arismendi Mouchkoa pour Pellico Arrieta et d'Antion Billot pour Émilie Dutoya. Je désigne Stéphane Lecoff comme secrétaire de séance, s'il le veut bien. Donc, premier point des affaires générales, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 novembre 2020. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Donc, point 2, le compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Cette délégation a permis de signer des mises en disposition de locaux au nombre de 7 et la mise à disposition d'une bande de terre par M. Badiola pour la création de places de stationnement au niveau du passage Ouréane, la signature d'un contrat de maintenance de logiciels et désigner des avocats pour défendre les intérêts de la commune. L'ensemble de ces actes était à votre disposition au secrétariat général. Avez-vous des questions ou des observations? Oui, Madame Duverbier. Oui, donc, merci Monsieur le maire. Nous avons vu que sur les attributions de locaux, il n'y a pas de changement notable par rapport à ce que nous avions mis en place. Donc, évidemment, nous serons pour. Simplement, nous voudrions savoir si vous pouvez nous donner quelques précisions sur les missions qui sont confiées à la SCP Bouissou, s'il vous plaît. Je crois que tout est marqué dessus, non? Donc c'est l'avocat. Donc il y a les. Oui, je sais que oui, c'est un cabinet d'avocats. Pour ceux qui est de Buissou, c'est le dossier donc, qui fait référence au contentieux que nous avons sur le projet Bicaléac. Oui. Donc comme c'était marqué. Une autre question? Non, je voulais savoir, c'est sur le contentieux Bicaléac. C'est le contentieux Bicaléac, comme c'est noté, c'est bien marqué. Donc ça veut dire que la SCP Bouissou défendra la commune ou soutiendra la commune par rapport à cette la commune est association. attaquée, Oui. donc la commune se défend. Très bien. Et pour se défendre, elle prend un avocat. Très bien, Monsieur le maire. Oui, Monsieur Perry? Oui, c'était dans le même domaine, sur le choix du cabinet Bouissou, qui est situé à Toulouse. Donc, enfin, les honoraires, tout ça me paraissent normaux, mais Toulouse, ça me paraît un peu loin. Il n'y avait pas d'autre choix plus près? Ils ont été la ville de Cibourg a fait déjà appel à ce cabinet. Ils ont été très performants jusqu'à maintenant. Donc, on continue à garder des avocats qui sont performants. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions, donc nous prenons acte. Point 3. Commission locale de l'eau du Sage Côtier Basque. Désignation du représentant. Il s'agit de désigner un représentant de la commune au sein de la commission locale de l'eau, véritable parlement de l'eau. C'est une assemblée délibérante, indépendante et décentralisée. Elle est l'instance de concertation et de désignation du Sage. Elle est présidée par un élu composé de 3 collèges. Sa composition est fixée par arrêté préfectoral pour 6 ans. Elle a pour principale mission d'élaborer le Sage, d'organiser sa mise en œuvre et son suivi en définissant les axes de travail, de consulter les partenaires institutionnels et les autres parties prenantes du territoire, ou encore de prévenir et d'arbitrer les conflits d'usage. Je vous propose de désigner Peyo Dufaux comme représentant de la commune au sein de cette commission. Y a-t-il des remarques ou des observations? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, point 4, la création de la commission extra-municipale Euskara Langue Basque. Je laisse la parole à M. Dirassar. Arrachon Goussière, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant la mise en place et composition de cette commission extra-municipale Euskara Langue Basque.
vous avez toutes et tous pu lire le document de présentation qui a été joint aux autres documents de ce conseil municipal. Donc je voudrais juste souligner le réel engouement suscité auprès des associations locales, associations de tout horizon, sportifs, culturels, sociales ou autres, et nous espérons que nous allons réaliser de belles choses ensemble pour donner un nouvel élan à notre belle langue l'Euskara. Donc quelqu'un a-t-il une question, une remarque sur le sujet? Donc je propose de passer à la délibération. Donc, s'il n'y a pas de remarques ou d'observations, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, point 5, rapport annuel de la communauté d'agglomération Pays Basque sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Le rapporteur est M. Dufaux. Donc vous aviez le document en pièce jointe de l'ordre du jour du conseil municipal. Donc est-ce que vous avez des questions dessus? Des remarques? Donc, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Donc on continue. Point 6, redynamisation commerciale accompagnée par l'établissement public foncier local Pays Basque. Comme le précise la présentation de la délibération, son objet est de permettre l'acquisition de locaux à usage commercial ou service pour dynamiser l'activité commerciale en développant et en pérennisant des commerces de proximité. Dans un contexte où les services tels que banques, assurances, agences immobilières prennent le pas sur les commerces de proximité et où les locaux commerciaux se transforment en logements, il devient urgent de trouver des solutions pérennes pour garder les commerces de proximité ouverts et à inciter de nouveaux à s'installer. Dans l'attente d'un plan local d'urbanisme qui permettra de réglementer clairement l'usage des locaux commerciaux, la collectivité souhaite se doter de leviers concrets pour conserver leur vocation commerciale, diversifier et redynamiser l'offre. C'est dans cette intention que la municipalité a décidé de saisir l'établissement public foncier local Pays Basque pour créer un système s'apparentant à une réserve foncière commerciale. Pour ce faire, il est proposé de solliciter l'établissement public local foncier Pays Basque pour nous accompagner dans cette entreprise. Les secteurs d'intervention potentiels sont comme indique le plan qui vous a été joint, donc le centre-ville Sokoa et Lunsin. Les modalités se définiront au cas par cas selon la nature et l'état des biens. Les acquisitions seront faites à l'amiable. Avez-vous des observations ou des remarques? Oui, Madame Dubarbier. Évidemment, nous partageons pleinement cette démarche puisque c'est une collaboration avec le PFL que nous avons menée depuis plusieurs années afin de rendre possible l'urbanisation de cette ZAD. Simplement, nous émettons quelques doutes sur l'efficacité aujourd'hui, car hors limite ZAD, nous n'avons pas de droit de préemption. Mais évidemment, par un vote positif, nous vous accompagnerons dans cette délibération. Monsieur Perry. Oui, un des leviers habituels pour améliorer l'attractivité, c'est la modulation de la CFE. Donc j'ai bien compris que c'est la CAPB qui gère cela, mais vous êtes plusieurs élus assiégés à la CAPB, donc envisagez-vous d'essayer d'obtenir une modularité de la CFE? Cette question avait déjà été abordée au mois d'août, de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc elle n'avait pas été acceptée. Cette demande n'avait pas été acceptée à la CAPB au mois d'août ou au mois de septembre. Je n'ai pas la date en tête. Mais ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le problème de l'installation des commerces, c'est pas ce point-là qui pose problème aujourd'hui, en toute sincérité, et vous le savez très bien. Le problème, c'est le prix du foncier. Et c'est pour ça qu'on va agir avec le PFL, le temps d'avoir un PLU, pour essayer de garder le plus de locaux commerciaux à vocation commerciale. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, point 7, le rapporteur est M. Dufaux. Donc, c'est l'Agence publique de la gestion locale, adhésion pour le service intercommunal du patrimoine et de l'architecture et pour le service intercommunal voirie, réseau, aménagement. Ça marche.
Nous proposons de nous lier au service de la PGL. La mairie est déjà liée à la PGL pour les services administratifs. Alors attendez, on est déjà au niveau RH et informatique. Nous avons pas mal de projets en cours et donc un intérêt assez important au niveau 1. On travaille aussi avec eux pour la rédaction du PLU. Donc la formule elle est assez simple. On prend une adhésion annuelle de 3 500 € par domaine et les services auxquels la commune adhère assurent toute l'année une multitude d'interventions qui nécessiteraient l'intervention d'un bureau d'études privé au coup par coup. Ainsi, la PGL intervient aux côtés des techniciens communaux comme s'il s'agissait de services communaux et met à leur disposition techniciens experts, ingénieurs spécialisés, architectes, avec le meilleur matériel possible. Si nous avons besoin de services au-delà, nous serons obligés de payer un service supplémentaire comme on le ferait avec un appel au privé, sauf que ce service-là nous permet, sans avoir à débourser au-delà de l'abonnement, de bénéficier d'une expertise, de rapports, de pré-projets et d'enveloppes de devis approximatifs, de manière à avancer sur tous les projets qu'on veut travailler sur les 2 domaines. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ou des observations? Madame Duharbier. Juste une observation pour que ce soit peut-être plus clair. La mission que lui a confiée la CAPB pour nous accompagner dans l'élaboration du PLU est évidemment en parallèle et ne concerne pas cette délibération. Non, en effet. Alors déjà, c'est la CAPB qui a mandaté la PGL pour le PLU, puisque c'est la CAPB qui porte le projet. Mais en effet, on n'est pas là-dessus. On est au-delà sur des projets qui vont être architecture, urbanisme, ou carrément des projets qui sont liés à la voirie et à l'aménagement. D'autres questions ou remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Donc, on passe aux affaires financières. Donc, le premier point traite de la concession des cimetières. Donc, le rapporteur est M. Lecorf. Bonsoir à tous. Le point 1 sur le tarif des concessions des cimetières. Cette délibération a pour objet de modifier les tarifs des concessions des cimetières en supprimant les tarifs de concession perpétuelle et en modifiant les tarifs pour les concessions sur 15, 30 ou 50 ans, les arrondissant à l'euro près. Si vous n'avez pas d'observation. Y a-t-il des remarques, des observations? Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Donc, le point 2, c'est toujours M. Lecorf qui est rapporteur. Sur la modification du règlement intérieur des cimetières, comme le rappelle le texte, il n'y a plus de concession perpétuelle à la vente. Il convenait de mettre à jour le règlement des cimetières de Cibourg, ce qui vous est proposé ce soir. Y a-t-il des observations, des remarques? Donc, il n'y en a pas, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Point 3, c'est toujours M. Lecorf. Sur une demande de subvention de 2020 du Yacht Club Basque. Comme le précise le texte, il s'agit d'une demande 2020 arrivée très tardivement. Il est donc proposé d'accepter cette demande et de reconduire l'aide qui était attribuée, à savoir 5 000 €. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui. Oui, ça marche. Nous voterons, cependant nous pensons que nous devons être vigilants sur la date des dépôts des dossiers. Parce que là, c'est quand même un dossier qui recule d'une année, sachant que vis-à-vis de toutes les autres associations qui sont correctes et qui jouent le jeu, pour ma part, on trouve anormal que ces gens ils aient recours à, un an après à cette subvention, sachant qu'ils avaient fait la demande au syndicat intercommunal, dont on avait voté il y a un mois au syndicat intercommunal, et qu'ils auraient pu se souvenir qu'ils devaient faire la demande à Cibourg. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est vrai que cette demande vient en retard.
On l'a accepté exceptionnellement cette année. On sait que cette association a un peu de mal du fait de la crise du Covid. Mais maintenant, ce qui est clair, on est en train de travailler sur des attributions, sur un cadre d'attribution des subventions aux associations avec des critères et avec toute une procédure qui serait bien plus stricte que ce qui est fixé maintenant. Donc exceptionnellement cette année on accepte, mais c'est vrai qu'à partir de maintenant il y aura un délai et toutes les demandes qui sortiront de ce délai ne seront plus acceptées. Merci pour la réponse. Il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté, merci. Point 4, travaux de marquage routier et de signalisation horizontale, constitution d'un groupement de commandes. Reporter est M. Dufond. C'est une pratique qui était déjà en marche avec l'équipe précédente. En fait, le but est de commander du matériel de signalisation au sol, en clair de la peinture pour la voirie, en groupant plusieurs communes afin d'obtenir le meilleur prix possible. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il n'y a pas de remarques, donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté, merci. Donc point 5, Office national des forêts, état d'assiette 2021. Donc le rapporteur est M. Enaf. Ah, oui. Alors, donc l'idée, c'est que l'ONF a adressé à la commune les propositions d'inscription des coupes de bois pour l'exercice 2021. L'état d'assiette 2021 propose les reports des coupes suivantes. UG 4-AJ d'une surface de 2,63 hectares et UG 5-AJ d'une surface de 1,94 hectares. Suite à cet exposé et après avis de la Commission des finances et du personnel communal du 18 janvier 2021, il conviendrait que le Conseil municipal approuve l'état d'assiette des coupes de l'année 2021 tel que présenté ci-dessus. Pour expliciter ça, en fait, c'est que là, il s'agit de coupes qui sont vraiment très infimes, disons, et donc ça valait pas le coup de déplacer pour l'ONF des engins et de déranger la forêt pour si peu, donc ce sera reporté aux prochaines coupes qui seront plus conséquentes. Y a-t-il des remarques? Oui, M. Nidon. Oui, c'est juste pour savoir, pour cibler qu'on ne se trompe pas, c'est bien sur la montagne de Cibourg. Oui, tout à fait. C'est les coupes de la montagne de Cibourg et je ne sais pas, c'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui, mais ça serait intéressant de savoir où c'est qu'on en est avec Manchobaïta pour la route qui monte à cette forêt communale. Parce que si un jour il y a le feu, j'espère qu'on pourra laisser passer les pompiers, comme ça c'est pas fait une fois où il y a eu le feu. Mais justement. Pour Manchobaïta, je veux dire, bon, le dossier avance. C'est un vieux dossier que vous connaissez très bien. Donc on a fait un point jeudi dernier sur site, donc avec le maire du Rugne, l'ONF, les pompiers, les propriétaires des bords qui sont au-dessus de Manchobaïta, les usagers pédestres et cavaliers. Et donc voilà, on est en train de débloquer la situation. J'ai espoir qu'on trouve une solution. De toute façon, la décision de justice a été très claire. Le chemin doit être ouvert pour la ville de Cibourg, ville du Rugne, les pompiers et l'ONF. Merci pour la réponse. Je propose qu'on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, on passe au personnel communal. Création d'un emploi permanent. Monsieur Lecor. Il vous est proposé de créer un emploi d'agent technique à temps complet pour renforcer l'équipe technique bâtiment. En effet, un de nos agents, suite à des complications médicales, voit ses missions évoluer et ne peut plus être opérationnel sur le terrain. Il a donc été affecté à des tâches plus administratives. Y a-t-il des remarques? Des observations? Non. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Dans le point 7, création d'un emploi non permanent. Toujours M. Lecor.
Dans notre volonté de proposer aux Cibouriens une offre culturelle riche et accessible à tous, nous vous proposons de structurer et de développer différentes actions et secteurs d'intervention. Médiathèque, enseignement musical, animation de la ville, vie associative et politique linguistique, en recrutant un chargé de mission, coordinateur de l'action culturelle. Il aura pour mission de participer à la définition du projet culturel municipal. Y a-t-il des observations, des questions? Oui, Madame Dubarbier. Juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes... Enfin, vous parlez de recrutement, donc c'est un recrutement d'une personne extérieure, je suppose? Entendez pas? Non. Comme ça sera mieux. Donc, je pense que c'est le recrutement. Vous parlez du recrutement d'une personne extérieure. Je veux simplement signaler que lorsque nous étions en responsabilité, un agent de notre collectivité nous avait proposé une action culturelle qui me semblait très très pertinente. Et donc, voilà, je suis un peu surprise je commence à me dévoiler, qu'elle ne vous ait pas proposé ses services pour mener à bien cette mission. Madame Dutoya, vous voulez répondre? C'est bon? Donc pour vous répondre, sachez en tout cas que l'offre d'emploi était ouverte en interne et en externe. En interne, nous avons eu trois candidatures qui ne correspondaient pas au profil du poste, donc je ne sais pas si vous parlez de la même personne. Et donc voilà, l'offre d'emploi en tout cas a été soumise au personnel communal. Et les 3 personnes qui ont candidaté en tout cas n'avaient pas le profil que nous on souhaitait. Non, mais c'est pas. Je ne vois aucune objection à prendre quelqu'un en externe, mais c'est vrai que la proposition de cette personne, le projet était riche, donc voilà, je voulais simplement vous le signaler, parce que ça serait peut-être dommage de passer à côté de compétences internes. Bien sûr. Et à chaque, ouverture de poste, on priorise des recrutements internes, mais quand c'est pas possible, on fait des recrutements externes. En tout cas, ce recrutement a beaucoup de sens, puisque c'est quand même une nouveauté dans la commune de Ciboure, puisque le service culture n'existait pas. Aujourd'hui, il est créé, en tout cas, il témoigne d'un volontarisme de la mairie et de la nouvelle municipalité à aller en ce sens-là et à proposer aux Cibouriens de petits et grands et de tous âges, en tout cas, une offre culturelle qui se veut en tout cas diverse, ambitieuse, et que le nouveau coordinateur ou la future coordinatrice mettra en place dans les quelques mois à venir, en sachant que je pense que le champ de la culture en ce moment souffre, et c'est aussi un signe fort de la part de la mairie. Si vous me permettez une dernière remarque, monsieur l'adjoint à la culture, qui était en charge à la dernière mandature, sera très content de votre réflexion. Vous étiez quand même première adjointe. Donc, y a-t-il d'autres remarques ou des questions? Donc, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, on passe au dernier point de l'ordre du jour. Donc, c'est le contrat groupe d'assurance statutaire 2021-2025. Donc, c'est toujours Monsieur Lecorf qui est rapporteur. Il est proposé d'adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et de bénéficier des conditions avancées par la Caisse nationale de prévoyance, comme décrit dans le rapport de présentation. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Non. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Merci. Donc nous avons épuisé l'ordre du jour, mais nous avons 2 questions. Donc une question du groupe Ciboure avec vous. Donc je permets de le lire. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, lors du conseil municipal du 27 novembre, nous vous avons interrogé sur les décisions que vous et votre groupe avez prises sur le versement de la prime Covid pour les agents de notre commune. Le procès-verbal de ce conseil, soumis à notre approbation ce soir, mentionne cette question et les réponses de votre adjoint aux finances. Il affirme que le versement de cette prime a été refusé lors du comité technique du 25/5/2020 et que la décision de non-versement a été adoptée à l'unanimité lors du conseil technique du 17
11-2020. Notre question, Monsieur le maire, sera très précise. Pouvez-vous vous engager sur la sincérité de ces réponses? Donc la réponse va être très sincère et très simple, oui. Maintenant, pour apporter un peu plus de précision, donc quand M. Lecorf affirme que les versements de cette prime ont été refusés lors du comité technique du 25 mai 05, donc si on prend le compte rendu, donc sauf erreur de ma part, ouvrez les guillemets, inaudible, une réponse négative. Donc c'est vrai que l'enregistrement n'était pas de qualité, et là, donc, si je ne me trompe pas, M. Lecorf faisait référence à son prédécesseur qui lui avait refusé. Maintenant, pour le deuxième point, donc la décision de non-versement a été adoptée à l'unanimité du conseil technique, donc du comité technique, du 17 novembre 2020. Donc oui, ça a bien été pris à l'unanimité. Donc voilà, réponse. Est-ce que vous me permettez un commentaire ou le règlement intérieur du conseil municipal? J'ai bien lu que les questions n'étaient pas suivies par un débat, mais simplement, alors le compte rendu du dernier comité technique du 26 novembre, vous devez le savoir, je ne l'ai pas en ma possession puisque il n'est pas validé. Par contre, celui du 25 mai 2020, la lecture que votre adjoint a fait des décisions est quand même très partielle, puisque effectivement, sorti de son contexte, un des membres présents était contre le versement de cette prime. Par contre, si vous permettez, je peux lire. Présent en mairie tout au long de la période de confinement, M. Anido estime quant à lui qu'un certain nombre d'agents se sont fortement impliqués pour assurer la continuité du service public et méritent le versement de cette prime. Madame Idiarte-Garay-Puyou met en avant le travail réalisé par les agents du CCAS, notamment pour le partage des repas à domicile. Madame Dubarbier, excusez-moi, propose de participer en versant tout ou partie de son indemnité d'élu. Elle tient également à souligner le travail mené par le service enfance-jeunesse tout au long de ce confinement. Monsieur le maire demande donc de la justice dans la détermination des critères et des agents bénéficiaires. Après divers échanges, il est décidé de créer un groupe de travail chargé d'étudier plus en détail la définition de critères, le coût et la liste des agents potentiellement bénéficiaires. Donc, à mon avis, et je peux quand même l'affirmer, il n'est absolument pas question d'un refus de versement de cette prime. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Donc, vous me faites référence au rapport, donc, au compte rendu du dernier conseil municipal. Donc, M. Lecorf fait référence à son prédécesseur, et son prédécesseur, si je ne me trompe pas, c'était M. Perron. Donc, vous avez bien lu son rapport. Et j'ai constaté aussi que vous étiez très généreuse aussi, parce que vous étiez prêt à donner votre indemnité à 1 mois du deuxième tour. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question sur l'unanimité, le plus important, c'est le dernier CT de novembre. Et ce dernier CT de novembre, dans lequel siègent les représentants du personnel et les élus, ce CT a donné un avis favorable au non-versement à l'unanimité. Donc, la question a été close là. Merci. Donc, nous attendrons le compte rendu de ce CT pour vous reposer la question. Merci, monsieur le maire. Je ne vais pas vous attendre. Je vais vous donner. La proposition de ne pas attribuer la prime fait l'objet d'un vote suivant. 5 votes pour de la part des représentants de l'administration et 5 abstentions de la part des représentants du personnel. Donc, voilà. Si vous appelez ça maintenant, un vote à l'unanimité, je ne pense pas. D'accord, donc je vous fais lire la règle. Donc, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, c'est-à-dire que seuls entrent en ligne en compte les votes pour et contre, les abstentions n'étant pas prises en considération. Dans une procédure de vote à scrutin secret, les bulletins blancs ou nuls ne sauraient être pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Il en est de même pour les abstentions lorsque le vote a lieu au scrutin ordinaire et au scrutin public. Dès lors, une délibération est acquise à l'unanimité si tous les conseillers qui sont exprimés sont favorables à son abstention. Merci. Merci, monsieur le maire.
Deuxième question. Donc, deuxième question ou cette question en une. Donc, Monsieur Perry. Donc, Monsieur le maire, les travaux du projet Bicaléac suscitent beaucoup de questions chez les Cibouriens. Et donc, même avant le conseil qui était programmé le 17 décembre, j'avais été interpellé, et pas seulement par les adhérents de l'association de défense, par d'autres Cibouriens qui habitent dans le centre historique et même au-delà. L'article de Sud-Ouest du 20 janvier vous cite quand vous dites que vous n'avez pas d'informations sur le volume de circulation qui sera nécessaire au chantier. Et de plus, cet article stipule, note votre marge de manœuvre limitée dans la négociation avec le promoteur. Alors, je comprends bien que le but n'est pas celui-là, mais j'ai constaté que cet article a relancé ou activé des inquiétudes dont j'ai été à nouveau interpellé. Voilà. Donc, en essayant de rester factuel, je viens ici, Monsieur le maire, essayer de synthétiser quelques questions qui me semblent concrètes et qui méritent une réponse. Donc, première question, quel est le nombre total de camions nécessaires à l'ensemble du chantier? Quel est le gabarit de ces camions et leur rythme journalier envisageable au plus fort des travaux? Je pense que les entrepreneurs sont capables de quantifier cela. Deuxième partie de la question, les dérangements et destructions prévisibles aux voiries communales sur la totalité du parcours de ville seront-ils compensés par les entreprises? Ou y a-t-il un risque qu'une partie des dégâts engendrés reste à la charge de la communauté? Première question. Je vous pose toutes les questions. Deuxième question. Il semble admis que la stabilité de l'excavation ne pourra pas être assurée par des tirants horizontaux puisque ceux-ci ne pourraient que s'ancrer dans le domaine public, donc qui est donc inaliénable. Donc quelle sera, Monsieur le maire, la technique mise en œuvre? Je pense que vous avez des rapports avec les artisans et les entreprises, considérant que le risque d'instabilité du terrain est indiscutable et que le premier concerné est bien la commune, puisque le terrain directement au-dessus des travaux est bien une voirie communale. Troisième question, donc la société Fondasol, dans son rapport, demande clairement que les incidents avoisinants soient répertoriés et portés au dossier d'instruction. Il apparaît pourtant, Monsieur le maire, que des glissements de terrain qui ont affecté la résidence Hélisson-Doha en 2009 et 2010 et qui ne sont toujours pas stabilisés à cette heure, ne soient pas mentionnés au projet Bicaléac. Et encore mieux, le cabinet juridique désigné pour défendre la commune, dont nous parlions tout à l'heure, affirme qu'il n'y a pas de risque avoisinant dans un rayon de 500 mètres. Donc pouvez-vous, Monsieur le maire, vous assurer que l'instruction a été faite, soit faite de façon aussi complète que possible, conformément aux règlements et aux lois? Voilà, en résumé, donc, une partie de la population, au-delà du voisinage, semble estimer que l'évaluation des risques liés au chantier n'ait pas été complètement établie, ou en tout cas, la communication n'a pas été satisfaisante. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement? Oui. Alors, il y a une tendance aujourd'hui qui ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est de s'exprimer sur tous les sujets comme si on savait. Alors, je résiste assez bien à ça. Donc les travaux de terrassement, c'est pas mon truc. Ceci posé, la colline de Bordaguin est quand même traversée de sources et on s'oriente là vers une rupture de terrain d'argile qui fera, si j'ai bien compris, 9 mètres de haut. Donc ce risque, sans être expert, ce risque, à mon avis, il est difficilement discutable. Donc, et notamment pendant la durée des travaux, puisqu'une fois que le bâtiment sera construit, le bâtiment fera œuvre de tenue du terrain. Donc pendant la durée des travaux, quelle sera la méthode mise en œuvre? Première question. Donc, je vais répondre à vos 7 questions. Donc, la première, le nombre total de camions nécessaires à l'ensemble du chantier. Donc, l'estimation de nos services est entre 600 et 700 camions. Donc, je n'ai jamais dit au Sud-Est ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on n'a pas le chiffre exact, on n'a pas la rotation au camion près. Voilà. Non, mais vous venez de donner une information que les gens n'avaient pas, c'est bien. Non, pour ceux qui est de l'association Centre historique de Cibourg, ils l'avaient. D'accord, mais j'ai été interpellé par... Et pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de communication, je vais rappeler quand même qu'en 6 mois, on a fait 6 réunions avec l'association.
Donc tous ces infos ont été transmis lors de ces réunions-là. Pour la typologie des camions, ça va être entre des 6 et 8 roues. Ça sera des 26 tonnes et des 32 tonnes. La couleur, je ne sais pas. Après, pour qu'il y ait les nombres de rotations, Monsieur Dufaux, si je ne me trompe pas, on est sur 3 camions qui vont faire des rotations, donc au maximum 7 rotations. Donc ça va faire 20 rotations par jour. Voilà. On a imposé aux entreprises de ne faire passer qu'un camion à la fois, de n'enclencher sur le trajet qu'un camion à la fois, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'entrave des camions entre eux. Ils travailleront à 3 maximum, sachant que les camions attendront en haut du côté du secteur de Bordaguer, qu'en bas on leur dit c'est bon, le camion précédent est parti, vous pouvez faire descendre le suivant. Donc on a borné là-dessus, on n'avait pas beaucoup de levier, mais celui-là on l'a pris. Donc après, pour ce qui est de la destruction les dérangements et les destructions prévisibles de voiries communales sur la totalité du parcours de la ville seront-ils compensés par les entreprises ou bien reste-t-il au risque qu'une partie des coûts engendrés ne demeure à la charge de Cibourg? Donc à chaque pour chaque entreprise, on a fait des états des lieux contradictoires. Donc avant et après passage. On se comprend, on ne le fait pas à chaque passage de camion. Sur la totalité du parcours de ville. C'est ça. Okay. Très bien. Pour ce qui est des tirants horizontaux, donc la stabilité du bâtiment se fera via tirants horizontaux comme vous. Je ne suis pas ingénieur en pont et chaussée. Donc ça sera des tirants qui passeront sous la voie. Donc c'est la méthode qu'avait proposée le maître d'œuvre. On leur a demandé de voir s'il y avait d'autres méthodes qui pouvaient être d'autres méthodes de soutènement. Il y en a eu d'autres, comme le système de pale planche. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez très bien. Et donc, entre les deux options, on a trouvé que l'option des tirants était la moins contraignante pour les riverains. Parce que pour le système de pale planche, je ne suis pas ingénieur en pont et chaussée, mais j'ai personnellement assisté au renforcement de la passe du port il y a quelques années, en vivant à 100 mètres même pas 100 mètres, à 20 mètres de l'ouvrage. Et je peux vous dire que pendant 2 mois, c'était assez contraignant. C'est bruyant, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, donc ces tirants passeront sous la voie. Mais du coup, c'est un point que j'abordais dans ma question. Il m'avait semblé comprendre que les tirants ne pouvaient pas aller dans le domaine public, c'est-à-dire sous la voirie, sous la voie communale. Oui, elles peuvent si on fait une AOT. Si on fait, pardon ? Une AOT. Une AOT, d'accord. Voilà, c'est ce qui se fait classique normalement. Ça s'est fait ailleurs sur Cibourg, sur la rue Ituriza. On a beaucoup de logements de bâtisses qui ont été construits avec du soutènement, et c'est la méthode qui a été utilisée lors de ces chantiers-là. Donc c'est quelque chose de très classique. Donc après, pour ce qui est de Fondasol, donc dans la mission de société Fondasol demande clairement que les incidents avoisinants soient répertoriés et portés au dossier d'instruction. Il appartient pourtant que Monsieur le maire que les glissements de terrain qui ont affecté les résidences Elissondo en 2009-2010 et qui ne sont toujours pas stabilisés ne sont pas mentionnés sur le dossier Bicalac. Le cabinet juridique désigné pour défendre les intérêts de la commune semble même affirmer qu'il n'y a pas de risque avoisinant les 500 mètres. Pouvez-vous, Monsieur le maire, assurer que l'instruction du dossier soit à la fois aussi complet que possible, évidemment conforme aux lois et règlements? Donc pour ce point-là, notre avocat s'est référé au site internet georisque.com dans lequel ce risque, donc c'était un événement de 2009-2010 qui a suivi la construction du lotissement du projet Elisson-Douane, donc il n'est pas répertorié sur ce document-là. On a répondu la même chose à l'association, c'est-à-dire qu'on n'a pas de document de ce type-là à la commune, on ne référence pas tous les glissements de terrain qui ont surgi précédemment sur Cibourg. Donc ces documents-là n'existent pas sur la commune,
ni sur ce site internet georisque.com. Toutefois, on a fait cette remarque à notre avocat et on verra s'il en prend compte ou pas. D'accord. Oui, le fait de ne pas être répertorié n'annule pas l'existence de, Voilà, mais de ces incidents. tout le monde le sait, mais il faut apporter le document. D'accord, donc ce c'est un document, problème de pour l'instant, référentiel. Voilà, C'est un Pardon problème de référentiel. voilà, c'est ça. Donc, juste pour conclure cette question, je vais juste affirmer que qu'on soit pour ou contre ce projet, qu'on l'aime beaucoup ou pas, qu'on l'aime plus ou moins, je vais rappeler que ce permis de construire a été accordé en 2018, que l'ABF a donné son aval, que les services instructeurs de la CAPB ont donné leur aval. Le permis est accordé, donc il est valable. Il est attaqué, mais le fait qu'il soit attaqué ne le suspend pas. Donc on est toujours sur un permis qui est valable. Maintenant, nous, ce qu'on s'est attaché à faire depuis la prise de nos fonctions, ça a été d'essayer d'améliorer ce projet, surtout sur le volet social, qui de social n'avait pas grand-chose à vrai dire, parce qu'on parlait de 50% de social, mais de 50% de PLS portés par des privés qui ont une vocation sociale de 12 ans. Donc, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a obtenu, c'est que de ces 8 logements, il y en ait 6 soit en BRS, en bail réel solidaire, donc de l'accession à la propriété avec une vocation sociale perpétuelle. Et deuxièmement, on s'est attaché à discuter avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et les entreprises pour que ce chantier-là soit le moins contraignant possible pour les riverains. C'est sûr, la contrainte zéro n'existe pas. Ce projet est contraignant du fait de la caractéristique du quartier, mais on a essayé, et je peux vous dire qu'on est quand même assez contraignant vis-à-vis du maître d'œuvre et des maîtres d'ouvrage et des entreprises, et on essaie de trouver la méthode les méthodes les plus légères, les plus acceptables possibles pour le quartier. C'est sûr, pendant 1 an et demi, 2 ans, le quartier va être chamboulé, mais on essaie de faire au mieux avec les moyens que nous avons. Voilà, merci. Ma question ne portait pas ni sur l'objet social et l'utilité du projet, ni sur les nuisances, mais l'évaluation du risque sur certains aspects. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord, mais j'ai bien voulu préciser le contexte. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, monsieur Naf. Alors, oui, juste pour apporter une réponse à une question qui a été posée au dernier conseil municipal par monsieur Perry, au sujet du rapport annuel de Bilta Garbi sur le traitement des déchets. Donc la question est portée sur ce qui est collecté, parce qu'en fait, eux collectent les déchets, donc il y a un coût, mais comme c'est revalorisé, il y a aussi une recette quelque part. Et comme c'est Bilta Garbi, enfin c'est la CAPB qui a la compétence et qui mutualise, justement, qui prend l'argent au niveau des communes, qui globalise la chose, c'est donc elle qui perçoit les recettes. C'est la CAPB aussi. C'est au niveau de celui qui traite les déchets. Merci pour cette précision. Mais vous n'avez pas d'ordre de grandeur de ces recettes? D'accord. Ok, merci. Merci. Donc l'ordre du jour est épuisé. Donc je vous propose de lever cette séance. Je vous remercie. Et à très bientôt. Monsieur Perry, hier,